Bréjon, bonjour, bienvenue. Bonjour. Le président a été élu depuis 25 jours, il a dit qu'il fallait agir, et on n'a toujours pas de gouvernement, est-ce normal? Je pense que c'est parfaitement normal de prendre son temps quand on est réélu pour un second mandat, de poser les choses, de réfléchir à la meilleure équipe pour gouverner, de prendre en compte les résultats, le vote des électeurs au premier et au second tour, et donc prendre 3-4 semaines pour installer pleinement les choses, ça me semble être un gage de sagesse. Ça permet aussi de réduire la campagne législative, parce que tant qu'on n'a pas de gouvernement, la campagne ne donne pas l'impression de démarrer, comme a été réduite la campagne présidentielle. La campagne législative, elle a commencé. Je suis moi-même candidate dans la 13e circonscription des Hauts-de-Seine. On est sur le terrain, on fait du porte-à-porte, on fait des réunions publiques. J'étais hier soir en réunion d'appartement. Donc, ça fait plusieurs semaines maintenant qu'elle a commencé. Pour autant, effectivement, ce gouvernement donnera assurément un nouvel élan. Et pour donner cet élan, il faut qu'il soit cohérent, il faut qu'il soit solide. Et donc, ça nécessite de prendre le temps, encore une fois, de réfléchir et de construire quelque chose qui soit pérenne. Mais des ministres nommés, ce sont aussi des risques d'annonces impopulaires, des risques de couac. Donc tant qu'il n'y a pas de ministre, il n'y a pas de risque. Et c'est aussi des chances d'avoir un gouvernement qui donne cet élan pour les législatives, de montrer un gouvernement qui soit capable de porter des réformes difficiles qu'on va devoir faire pour le pays. Donc moi j'ai toute confiance dans la capacité à Emmanuel Macron et à Elisabeth Borne, notre nouvelle première ministre, pour constituer un collectif qui soit solide et qui tienne. Il faut des têtes nouvelles quand même, donner l'impression que le deuxième mandat ne sera pas la copie du premier. Il faut probablement, et en même temps, on a des vraies compétences, on a des femmes et des hommes de qualité qui seront peut-être reconduits sur des fonctions ministérielles, et en même temps je crois qu'il est important d'apporter un nouveau souffle. Le président disait c'est pas un second quinquennat, c'est un nouveau quinquennat, et donc effectivement ça induit cette nécessité de femmes et d'hommes renouvelés dans l'équipe gouvernementale. Alors la nomination d'Elisabeth Borne a soulevé finalement assez peu de curiosité dans l'opinion. Elle était attendue, c'est pas une personnalité qui clive, mais est-ce qu'elle ne manque pas un peu de charisme pour entraîner la population? Elisabeth Borne, c'est une femme d'expérience, une femme de compétences, qui a un parcours professionnel extrêmement intéressant. Elle a été dans la préfectorale, elle a été dans le privé, à la SNCF notamment, elle a été au gouvernement. Un privé très public quand même, en tant que ministre. Donc elle a une compréhension de différentes sphères. Elle a été à nos côtés depuis 5 ans. Elle a mené des réformes sur les transports. Elle a mené des réformes de la loi énergie-climat quand elle était à l'écologie. La réforme de l'assurance chômage, c'est elle qui a mis en place le plan Un jeune, une solution. Donc je sais pas sur quelle graduation de charisme on veut la mettre. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, on a quelqu'un qui a une capacité d'être chef du gouvernement, de mener la bataille des législatives et de porter les réformes et les transformations qui vont devoir être faites dans les années à venir sur l'écologie, sur le travail, notamment l'éducation, la santé. Et elle est pleinement en capacité de le faire. Une image je crois que c'est ça qu'on attend. Une image de gauche et une action de droite, finalement, c'est le macronisme. Elisabeth Borne. Je sais pas si elle a une image de gauche ou une action de droite. Je pense qu'au contraire, c'est quelqu'un qui a réussi simplement à mettre en œuvre des réformes, à porter des transformations qui étaient utiles pour le pays. Je pense qu'elle représente bien ce que veut incarner Emmanuel Macron, à savoir quelqu'un qui n'a pas un marquage spécialement perçu comme de droite ou spécialement perçu comme de gauche. C'est quelqu'un qui travaille et qui toute sa vie, encore une fois, à la préfectorale ou à la SNCF, à la RATP, pardon, a travaillé pour l'intérêt général. Je crois que c'est ce qu'on attend d'une première ministre. Alors l'Élysée confirme dans le Parisien ce matin que c'est Emmanuel Macron qui a choisi le directeur de cabinet de Matignon, Aurélien Rousseau. Donc Elisabeth Borne est sous tutelle, elle est sous surveillance. Alors, je commenterai pas cette brève de presse puisque je ne sais pas qui a choisi le directeur de cabinet. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est qu'Aurélien Rousseau a mené un travail absolument remarquable et remarqué à la tête de l'ARS Île-de-France, il me semble. L'Agence régionale de santé. Exactement. Oui, enfin, on sait quand même ça a été salué par les élus de tous bords, ça a été salué par les professionnels de santé, donc on a un homme de grande qualité aux côtés d'une première ministre de grande qualité, et c'est tant mieux. Mais le quinquennat, c'est ça maintenant, tout est à l'Élysée, et on voit bien que le Premier ministre, et ça date pas d'Emmanuel Macron, est un collaborateur. Vous verrez, à mon avis, pendant, par exemple, la réforme des retraites, que Elisabeth Borne sera en première ligne, notamment, par exemple, en termes de méthode, sur la négociation, sur la concertation, sur l'écoute. Il n'y aura pas de brutalité avec elle, on ne passera pas en force. Je crois qu'au contraire, on a une première ministre qui aura un rôle très politique, mais être politique, ça ne veut pas forcément dire être polémique ou faire le buzz. Donc, Elisabeth Borne, si je vous comprends bien, nous évitera le 49.3 sur la réforme des retraites. Vous savez en tout cas que tout est fait pour éviter le 49.3. On n'a pas de volonté de mettre en œuvre un 49.3, je le redis, puisque ça a créé quelques questionnements il y a quelques semaines de ça. L'objectif dans la méthode, c'est justement la concertation, le dialogue, pour arriver à un point qui fasse le plus largement consensus, avec un objectif qui doit être tenu, c'est quand même réformer notre système des retraites pour le rendre plus juste et plus équilibré dans la durée. Alors le président a promis aussi 2 grands ministères écologiques, l'un pour la transition énergétique, l'autre pour la planification écologique territoriale. La promesse sera tenue, la majorité y tient ?
En tout cas, l'écologie est pour moi le défi principal du quinquennat qui arrive. Et donc, il y a effectivement un volet territorial, comment est-ce qu'on déploie l'écologie, les mesures écologiques dans les territoires, et puis un volet énergétique. Emmanuel Macron disait pendant la campagne, notre objectif, c'est de faire de la France la première grande nation à sortir des énergies fossiles. Donc, le développement des centrales nucléaires, le développement des énergies renouvelables qu'on a explicité pendant la campagne, il va falloir le mettre en œuvre de façon planifiée, avec un ministère qui va pouvoir gérer ça derrière, et des objectifs de neutralité carbone d'ici à 2050 qui doivent être tenus. Le nucléaire, c'est votre spécialité dans le privé. Est-ce que l'on peut, sur un quinquennat, faire un bond en avant quand on voit le délai qu'il faut pour faire des centrales ? Eh oui, parce que des projets, ça se prépare. Et donc, il va falloir lancer toutes les constructions, notamment sur ces 6 EPR, préparer sur chaque site les chantiers, lancer les consultations publiques, lancer différentes demandes juridiques. Et puis, on va avoir une loi d'exception à l'été, la loi d'exception qui doit permettre d'accélérer certains projets. Sur le nucléaire, on verra. Sur le renouvelable, on va pouvoir le faire. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir des moyens de production qui soit opérationnel le plus rapidement possible. Maintenant, n'oublions pas qu'une centrale nucléaire, ce n'est pas une usine de chocolat, et donc c'est tout à fait normal de prendre le temps de construire les choses pour avoir derrière une production qui soit totalement sûre. Surtout qu'on a perdu les compétences, on le voit à l'EPR de Flamanville, on n'arrive pas à le finir. Alors, je suis pas d'accord là-dessus. La première centrale a été construite mise en œuvre en 77, la dernière dans les années 2000. Donc bien sûr, ensuite, il y a eu une perte de compétences, mais depuis, l'EPR de Flamanville, ça a permis de remonter en compétences. Le projet Hinkley Point, donc les EPR qu'on construit en Grande-Bretagne, ça a permis aussi ce qu'on appelle le projet Grand Carénage, l'augmentation de 10 ans de la durée de vie des centrales. Ça a été des chantiers colossaux sur l'ensemble des réacteurs de France qui ont permis de remonter en compétence toute une filière. Je crois qu'aujourd'hui, la France est prête pour affronter les défis et la construction des 6 EPR annoncés par le président de la République. Pour faire passer dans l'opinion cette transition écologique, est-ce qu'il ne faudrait pas ouvrir la majorité vers les écolos les moins radicaux ? Et là, je pense à Yannick Jadot. Est-ce qu'il ne serait pas le bienvenu vu ce que devient la NUP dans votre famille ? Je crois qu'il faut être cohérent. Yannick Jadot, il s'est toujours prononcé défavorable au nucléaire. Il veut fermer le parc actuel, là où nous, on veut le prolonger et en construire d'autres. Sur les questions de sobriété, on a toujours dit, il faut rénover les logements, il faut permettre aux gens d'avoir des voitures qui polluent moins. Mais en revanche, il ne faut pas de mesures qui soient trop contraignantes parce que ce serait pas accepté. On l'a vu, par exemple, avec la crise des Gilets jaunes. Et lui, il est trop. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, nous n'avons pas des visions qui convergent et qui permettent de gouverner ensemble. Maintenant, chacun peut changer d'avis, et si Yannick Jadot converge vers les positions qui sont les nôtres, il sera naturellement, comme tout le monde, puisque c'est notre philosophie, le bienvenu dans la majorité. Le Conseil d'État impose le contrôle technique des 2 roues tous les 2 ans. Le gouvernement va essayer de gagner du temps, donc vous allez devoir le mettre en place, là. Écoutez, là, c'est une décision du Conseil d'État, donc on n'a pas à le commenter. Nous, on estimait que pendant la crise, notamment, c'était pas le moment, c'est ce que disait Emmanuel Macron, d'aller embêter les gens avec ça. La crise est toujours là et on va les embêter, quoi. Mais voilà, c'est une décision, en l'occurrence, du Conseil d'État, donc c'est pas à moi de me prononcer dessus. Autre conflit juridique, Jean-Luc Mélenchon proteste. Les résultats des candidats de la NUP ou de la NUPES ne seront pas comptés ensemble, mais parti par parti, les Verts, les Insoumis, les Socialistes, etc. Alors que la majorité ensemble, elle, sera regroupée dans un même chiffre, c'est déloyal. Alors, il faut expliquer ce qu'il y a derrière. Nous, on a créé une association de financement commune, c'est-à-dire que un député élu sous la bannière Ensemble pour la majorité présidentielle tous cotisent dans le même pot, qu'il soit du MoDem, de la République En Marche, de Agir, de Horizon. La NUPES n'a pas fait ça. Ils se déclarent séparément en préfecture, ils ne cotisent pas dans une même association de financement, et donc de facto, ça induit effectivement en préfecture des déclarations différentes. Mais c'est pas une magouille du ministère de l'Intérieur, c'est uniquement l'application de la loi, et donc je pense d'ailleurs que ce sera maintenu comme ça. Vous êtes candidate vous-même donc dans les Hauts-de-Seine, dans la circonscription qui fut celle de Patrick Devedjian, décédé lors de la première vague de Covid. En fait, le macronisme, c'est la nouvelle droite. Mais déjà, c'est un grand honneur pour moi d'être candidate dans cette circonscription, parce que c'est une circonscription qui a une histoire, c'est une circonscription qui est dans un département, celui des Hauts-de-Seine, que je connais bien, dans lequel je travaille, dans lequel je suis élue, dans lequel je suis engagée politiquement depuis plusieurs années maintenant. On a cette volonté de rassembler. Vous savez, c'est une circonscription qui est plus centriste qu'on veut bien le croire. Il y a des gens qui votent à gauche, il y a des gens qui votent à droite. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'Emmanuel Macron est peut-être le plus petit dénominateur commun, parce que on est dans un territoire qui croit à l'Europe. On est
est dans un territoire qui plébiscite les réformes et les résultats économiques qui ont été ceux du précédent quinquennat. C'est une circonscription aussi qui attire une importance à la question de l'éducation, à la question de la santé, sur lesquelles on répond. Et je crois que dans les Hauts-de-Seine, et on l'a vu lors des dernières échéances électorales, les électeurs, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre-droit, ont vocation à se retrouver dans l'action et dans le bilan du président de la République. La députée sortante était macroniste, puis elle s'est éloignée de votre famille parce qu'elle était contre cette dérive droitière. Vous êtes consciente de cette alerte? Je suis pas certaine qu'elle se soit éloignée parce qu'elle était contre cette dérive droitière, dans la mesure où elle a ensuite rejoint l'UDI, qui jusqu'à preuve du contraire n'est pas un parti de droite. Bon, il y a eu des déçus dans la majorité. Certains sont partis, c'est leur droit. On a le droit de plus partager les mêmes convictions à un moment. Renaissance, ensemble, ça sera plus homogène après que ça ne l'a été dans le premier quinquennat? Plus homogène. Oui, c'est-à-dire qu'on verra moins de chapelles, d'émiettements, de gens qui partent? On a vocation, par définition, à être un parti de rassemblement. Il y aura des personnes qui ont des sensibilités de gauche, il y aura des personnes qui ont des sensibilités de droite, et donc il y aura des sujets qui porteront à débat, peut-être sur lesquels on ne sera pas toujours d'accord. Je crois que c'est assez sain d'avoir ça dans un parti, et c'est également assez sain d'arriver à créer une structure qui rend ce débat possible. En vue de la présidentielle de 2027, au niveau des partis, ce sera aussi à l'Assemblée nationale où il y aura besoin de ce débat-là. Et la présidentielle 2027 est encore loin, on a 5 ans de réformes à mener avec Emmanuel Macron d'abord. Maude Bréjon, merci, bonne journée. Merci à vous. Radio J.